Les autorités chinoises nous avaient accoutumés ces dernières années à publier des chiffres conformes à la décimale près à leurs prévisions, des prévisions toujours plus élevées. Cette exactitude si déroutante dans le pronostic avait de quoi faire douter du sérieux des données publiées. Mais enfin, on avait le sentiment que tout allait pour le mieux dans l'empire du milieu. Changement de décor depuis quelques mois, les statistiques déçoivent et on en vient à se demander si la situation ne devient pas extrêmement grave pour que Pékin renonce à ses bonnes habitudes et se résigne à publier des chiffres en deçà des attentes. Comble du comble, les autorités chinoises ne misent plus que sur une croissance d'environ 7% en 2015 contre 7,4% en 2014. Quand on connaît le poids de la Chine dans l'économie mondiale, ce qui s'y passe ne peut manquer d'influer sur les marchés. Frédéric Rollin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Pierre Sabatier, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste chez PrimeView. Ma première question sera toute simple. Faut-il s'inquiéter ou non? Frédéric. Alors, je crois que le ralentissement chinois, dans une certaine mesure, il est assez naturel. On ne peut pas avoir indéfiniment des croissances de l'ordre de 10%. À un moment donné, effectivement, on passe d'une économie au début rurale à une économie, par exemple, sidérurgique. Et ça, c'est assez rapide et ça permet d'afficher des taux de croissance importants. Et puis, à un moment donné, il faut passer de la sidérurgie, par exemple, à l'électronique. Et puis, il faut développer des services. Et automatiquement, on a une croissance, du coup, qui ralentit. Donc, il est assez normal d'avoir une croissance économique chinoise qui passe à 7, qui bientôt sera à 6 et peut-être dans quelques années sera de l'ordre de 5 ou 4. Alors, on nous vend cette idée en effet du basculement d'une économie industrielle à une économie de services, mais est-ce qu'on le voit concrètement dans les chiffres, Pierre? Très objectivement, je ne crois pas pour l'instant. La volonté, elle est affichée, elle est politique, politiquement affichée. Elle l'est affichée d'ailleurs depuis maintenant bien longtemps, puisque les gouvernants communiquent sur le sujet sur leur volonté de transformer en fait le moteur de croissance chinois de l'extérieur ou plus exactement de l'investissement vers l'intérieur, à savoir sur la capacité de leur marché intérieur à devenir le moteur de leur croissance. La réalité, c'est que pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Lorsqu'on regarde un ratio qu'on aime bien, c'est le ratio d'investissement sur la consommation intérieure, sur les dépenses des ménages. On tourne aujourd'hui en Chine autour de 140%. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très concrètement, le moteur de la croissance chinoise n'est pas le marché intérieur chinois. On peut en parler, on peut le dire, mais très concrètement dans les chiffres, on constate que le moteur essentiel de la Chine reste l'investissement dans tout. Investissement dans les infrastructures, bien sûr, publiques, les transports ferroviaires, les aéroports, les tours, bien sûr, qui sont la plupart du temps vides. Il suffit d'aller sur place pour bien comprendre ce qu'est une économie tirée par l'investissement, frappée par, du coup, une surcapacité d'offres. Et c'est véritablement ce qu'on constate aujourd'hui. Pour l'instant, on n'a pas de rebond du marché intérieur. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas si surprenant que ça. Qu'est-ce que c'est la consommation intérieure, les dépenses des ménages? C'est avant tout du revenu qu'on distribue. Puisque globalement, pour qu'un ménage consomme, il faut qu'il en ait les moyens. Si ce n'est avoir de la dette, on y reviendra tout à l'heure. Donc les autorités chinoises ont beaucoup utilisé le levier de la dette depuis 6 dernières années, mais au-delà, les fondamentaux de la consommation sont les revenus. Or, la masse salariale en Chine n'augmente pas en pourcentage du PIB n'a pas augmenté au cours des dernières années, premièrement. Et donc, on est toujours autour de 40% du PIB distribué sous forme de masse salariale. Il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait que 36 à 40% de consommation des ménages du PIB aujourd'hui. Frédéric, vous êtes d'accord avec ce constat? Oui, je crois que de toutes les façons, c'est une transition qui va être lente et qui va être même très lente. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'on a par exemple des taux d'éducation qui sont en train d'augmenter assez fortement. On voit que dans les exportations, on a des exportations, le pourcentage des exportations textiles, par exemple, est en train de diminuer, alors que le pourcentage des exportations de biens électroniques est en train d'augmenter. Donc, il y a quand même cette idée d'une économie chinoise qui devient de plus en plus sophistiquée. En termes, effectivement, de consommation, je crois que les ventes de détail continuent de croître de façon assez solide, mais je crois que la Chine reste un pays aussi très épargnant et donc un pays qui investit beaucoup. Je crois que ça encore, ça va bouger dans les 2, 3, 5, 10 prochaines années. Mais moi, ce qui me semble plus préoccupant aujourd'hui sur la Chine, plus que ce problème de transition, c'est le problème de crédit. C'est-à-dire qu'à partir de 2008, on a une économie chinoise qui se retrouve quasiment sans clients. Le consommateur américain cesse de consommer, le consommateur européen suit le consommateur américain et la Chine a du mal à exporter. Et la Chine veut absolument
pour des raisons notamment de cohésion sociale, continuer d'avoir une croissance élevée. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils emploient une politique monétaire ultra expansive et ils compensent ce manque de clientèle par du crédit. Et là, on a un emballement du crédit. Alors là, on a des chiffres qui sont, je dirais, astronomiques. Mais en Chine, on a souvent des chiffres évidemment assez importants. Mais là, même en pourcentage du PIB, on va passer 2008-2009 des niveaux de crédit de l'ordre de 100%, à peu près à des niveaux de 200%. Donc c'est un doublement des volumes de crédit qui place la Chine aujourd'hui sur un niveau qui est assez comparable à celui des pays développés. Bon, sauf que ce n'est pas un pays développé. C'est pas un pays développé. Et puis, la croissance a été extrêmement rapide. Et je lisais récemment une étude du FMI qui regarde effectivement ces épisodes de très forte croissance du crédit. Et l'étude du FMI, elle nous dit assez souvent quand même, cette croissance du crédit très forte, et quand même sur une longue période, parce qu'on parle de 6 années, c'est long, peut aboutir à un moment donné à des crises économiques ou des crises financières graves. Et ça, c'est ce que le gouvernement a identifié mi-2013, et c'est ce qu'il est en train de traiter, et c'est là, je crois, que réside le plus gros danger aujourd'hui sur l'économie chinoise. Pierre ? Alors, c'est intéressant puisqu'on partage cette opinion forte qui est qu'à moyen terme, évidemment, la Chine a du potentiel, évidemment qu'elle arrivera à terme à mener sa transition vers une économie plus auto-centrée, à savoir dont le moteur est plus à l'intérieur, et plus vertueux qu'aujourd'hui. La question de fond n'est pas le point B, pas le point final. La question de fond, c'est on est dans une situation d'un point A où on a une économie qui a beaucoup utilisé le levier de la dette pour financer des investissements, pour permettre justement d'embaucher des gens, leur distribuer des revenus pour qu'ils le consomment. Donc on est dans le cercle vertueux classique du modèle espagnol jusqu'en 2006-2007. Savoir quand vous construisez une tour, vous embauchez des gens, vous leur versez des revenus, etc., etc. Malheureusement, lorsque la tour est finie et que vous n'arrivez pas à louer ces biens, la rentabilité du projet fait que les dettes que vous avez souscrites pour pouvoir le construire, vous êtes insolvable, vous créez une problématique sur le système financier, les gens que vous embauchez, vous ne les embauchez plus, donc ils n'ont plus de revenus, et donc là vous rentrez dans un cercle vicieux de l'autre côté. Donc la question n'est pas le point B, on est tous d'accord sur le potentiel intrinsèque de la Chine en termes de taux de croissance, bien sûr on sera plutôt sur du 4-5% à terme, mais c'est normal. D'ailleurs pour un effet de base, le simple effet de base c'est logique. La question c'est comment on y va. Et c'est là où j'ai mis des doutes sur le fait et sur la capacité aujourd'hui des gouvernants à disposer d'une solution pour aller du point A vers le point B sans accident. Et c'est ça véritablement, on a été tellement loin dans un système, dans un modèle de croissance tourné vers l'investissement et vers le levier de la dette, qu'il nous semble extrêmement compliqué de mener une transition progressive, réformiste, vers ce point B qui permettrait de solvabiliser le marché intérieur. Je vais y venir. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison fondamentale à ça. C'est que la Chine n'est pas l'Europe ni les États-Unis. La Chine a une contrainte supplémentaire par rapport à nous, qui n'est pas qu'une contrainte économique, qui est une contrainte aussi politique. N'oublions pas qu'en Chine, aujourd'hui, vous avez un deal implicite depuis toujours entre la population et le gouvernement. Et ce deal implicite, enrichissez-vous, mais ne remettez pas en question le pouvoir. Absolument. J'achète la paix sociale à partir du moment où je suis en mesure de créer du 7% de croissance par an. Sauf que, du coup, si vous voulez véritablement solvabiliser votre marché intérieur, il faut augmenter les salaires, augmenter la masse salariale. Mais vous le savez, vous êtes des hommes du privé. Pour le faire, il faut disposer des marges suffisantes, il faut que les entreprises disposent de marges suffisantes pour accepter cette inflation salariale, qu'elles puissent le supporter pour que ça ne pèse pas trop sur leurs marges et qu'elles continuent d'être profitables. La réalité aujourd'hui chinoise, c'est que malheureusement les entreprises sur place ont un excès de concurrence, il y a une surcapacité de production, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas répercuter l'inflation salariale sur leur prix de vente. Et ça, c'est le drame, parce que lorsque vous avez une augmentation de vos coûts de production, on le sait, et vous n'avez pas la capacité de le répercuter sur vos prix de vente, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vos taux de marge, en fait, s'effondrent, ce qu'on constate, et la seule manière de régler le problème serait d'accepter une récession brutale. Ce qu'on a fait dans les années 70, à savoir accepter que le gouvernement accepte de se passer d'une partie des entreprises surnuméraires, qui sont trop importantes par rapport au marché intérieur. Une fois que vous avez fait ça, vous avez donné les moyens aux entreprises sur place. C'est tout de même une crise de l'investissement, finalement. Bien sûr, on est dans une crise classique de surcapacité d'offres liée à une politique monétaire qui était extrêmement agressive depuis maintenant une quinzaine d'années.